Donc ensuite, second sujet, vue valorisation de l'information. Donc, on est sur comment innover par les usages et valoriser l'information. Et là, je ne sais même pas si je vais aller au bout. J'ai pris 2 portraits d'innovateurs très connus. Le premier, c'est Henry Ford. C'est des époques très différentes. Le premier, c'est Henry Ford, donc, en particulier avec sa première voiture. Et la petite citation qui est reprise par énormément de monde sur le fait que pour lui, ses clients étaient incapables d'imaginer leurs besoins. J'ai pris également Steve Jobs, enfin les deux sont des réussites. J'ai pris également Steve Jobs qui lui avait une aversion profonde des études de marché, qui prenait régulièrement comme exemple la petite citation d'Henry Ford et qui pensait que ce n'était pas le boulot des consommateurs de définir leurs besoins, d'exprimer ce qu'ils veulent, de dire ce dont ils avaient besoin. Néanmoins, malgré tout, même si ce sont 2 grosses réussites, ce qu'il faut voir, c'est que la question que je me suis posée, et c'est le sens de toutes les démarches que je fais au niveau de mes clients quand je les accompagne, c'est est-ce que la question est de demander à l'utilisateur ce qu'il veut ou de l'accompagner pour lui faire identifier, mettre le doigt, l'aider à exprimer, l'aider à formaliser et l'aider à mettre en œuvre ce dont il a réellement besoin. Et on est sur 2 points de vue différents. Le point de vue de ces 2 innovateurs-là, il est tout à fait respectable, il a marché pour eux. Mais est-ce que c'est celui-ci qui va marcher demain pour les futures grandes entreprises, si tant est que ce soit des grandes entreprises au sens où on l'entend? Je ne suis pas certain. Et donc si on revient sur l'information et le flux information, pour innover par les usages, à mon sens, il faut revenir à l'utilisateur. Et donc, il faut mettre l'utilisateur au centre de la réflexion. Après, il n'y a pas une seule démarche à suivre, il n'y a pas une seule vérité. Je vous ai mis ici un petit schéma qui résume la démarche globale du design. Quel que soit le type de design, design produit, design de service, design d'expérience utilisateur, c'est la démarche de base du design qui est on met l'utilisateur au centre, qu'on le mobilise ou non, qu'on fasse appel à lui ou non, il est au centre. Et ensuite, on parcourt de manière itérative, on explore, on regarde, on conçoit, on réalise, on teste, on évolue, on adapte, on mesure, etc., en permanence. Là où je veux en venir, c'est que pour moi, contrairement à, on va dire, la manière dont fonctionne l'entreprise pour la plupart des entreprises aujourd'hui, pour moi, si on veut innover sur les usages, si on veut exploiter le flux information pour innover sur les usages et pour apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur et à l'entreprise, il faut partir de l'utilisateur, il faut l'accompagner, il faut structurer la démarche. Structurer ne veut pas dire avoir une démarche extrêmement cadrée sur laquelle ah merde non, c'était pas le pas que je devais faire. Non, structurer, c'est donner un minimum de cadre et laisser aussi un minimum de place à la créativité et au hasard également. Voilà, donc pour moi, l'innovation autour du flux information passe par l'utilisateur au centre. C'est une démarche qui est utilisée chez Adobe, c'est ça? Non, chez qui Alors, il y a plusieurs grosses boîtes qui fonctionnent comme ça. Ouais, je pourrais faire, on peut les lister, mais... Alors, je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent ce slide. Alors, je le trouve assez intéressant. Donc là, on passe un peu plus dans le conceptuel. L'axe des ordonnées, donc c'est le type de traitement. En bas, on a traitement de type machine, binaire, 0, 1. Je fais des additions. Et puis en haut, on a un individu. Donc on est moins dans l'analytique, on est plus dans la systémique. Et puis en bas, on a la complexité, donc faible ou forte, ou le niveau de subjectivité. Donc ce slide, il présente quoi? Mais il dit à la base, il y a des données. Okay, il y a des petites choses qu'on trouve dans des cellules de base de données. Et lorsqu'on rajoute un contexte à ces données, ça donne du contenu, des documents par exemple. Et lorsqu'on utilise ce contenu, ça donne une information. Nous, on parle actuellement de ce flux-là. D'accord? On ne parle pas de la donnée souvent qui a été utilisée à travers le mot information. Donc je vois des termes document et information. Non, c'est différent. Cette information qu'on assimile, ça nous donne de la connaissance. Et cette connaissance qu'on applique à une situation donnée nous donne des compétences.
Ok, c'est plein de bon sens, hein, on enrichit quelque part une base. Et puis ensuite, ça boucle. Alors, ce qui est assez intéressant, il y a deux choses. Première chose, c'est si vos données sont mauvaises, pensez-vous vraiment que vos compétences vont être meilleures? D'accord? Alors, on peut être compétent dans un univers où il y a des données qui sont plus ou moins mauvaises, hein, mais à votre avis, est-ce que vous allez être meilleur et avoir plus de compétences hein, dans un environnement où les données, le contenu et l'information est mieux maîtrisé? J'ai beaucoup entendu parler dans les débats tout à l'heure, voilà, les utilisateurs, est-ce qu'ils sont suffisamment matures pour gérer l'information? Ils perdent du temps, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment la classer, ou ils le savent, mais ils ont des outils qui ne le permettent pas trop. Donc ils sont dans un environnement où la donnée et le contenu, bon, c'est plus ou moins au lait. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une entreprise ou une organisation, qu'est-ce qui fait sa raison d'être de cette organisation? C'est l'être humain. D'accord? Donc si ici, c'est pas bon, et là, c'est pas bon, est-ce que vous pensez que l'organisation va être bonne? Alors, vous allez me dire, ça dépend pourquoi faire. Donc la première réflexion, elle est là-dessus. Ça veut dire traiter dans la chaîne ce qui se trouve en bas peut vous permettre derrière de développer de la valeur. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Alors j'ai beaucoup vécu dans... je fais pas mal d'années dans des sociétés de services, hein, certaines de très belles, d'autres un peu moins. Et puis on en parlait tout à l'heure un petit peu Fabien, on est aujourd'hui dans un tournant. Il y a des évolutions au niveau de la société qui sont très fortes. Donc il y a des grosses tendances. Et il y a une des tendances, hein, c'est le qualitatif. D'accord ? On était dans une société de consommation où il fallait produire beaucoup, vite, vendre vite, consommer vite. Et au bout d'un moment, l'être humain a une faculté d'adaptation, donc on commence à dire stop. Et on cherche autre chose. Donc il y a des tendances qui sont en train d'évoluer et d'émerger et qui sont justement d'aller à contre-courant de ce mode de fonctionnement. Il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que connaissances et compétences, ouais, c'est bien, c'est important. Oui, il faut des connaissances et des compétences, mais derrière, voilà, on continue d'avancer, c'est plus important de vendre. Ok, il y a une inversion de tendance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on considère que la connaissance et la compétence, et je parle du management, donc des directions de différentes entreprises, qui sont en train de dire ça a de la valeur. Avant, on le disait, mais on ne faisait rien. Aujourd'hui, on commence à le dire et on fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine maturité qui est en train de se prendre et qui est de dire il faut qu'on gère ça. Ça a un sens si quelque part, on veut développer de la valeur. Pourquoi? Parce qu'une entreprise aujourd'hui est en train de réfléchir en disant je veux développer de la valeur et du qualitatif. Et je veux faire un petit peu moins de quantitatif. Voilà, c'est la réflexion qu'il y a derrière un petit peu ce slide. L'angle de vue que je vous propose là, sur les questions d'innovation, c'est finalement répondre à la question est-ce que les règles tuent la créativité et l'innovation? On n'a quand même pas besoin de tout ça, on est déjà surchargé, voilà. Bon, à chaque fois qu'on m'a dit ça, Michael le sait bien, je réponds par la poésie. Non pas que je sois un poète, mais la poésie c'est quoi? C'est quand même une image de créativité, je pense. Et entre des choses que je ne connais pas trop, les rimes, les alexandrins, les acrostiches et toute autre chose, avec des tas de règles, on fait quelque chose qui a quand même l'image de créativité. Alors, pour le flux information, je crois que l'enjeu, c'est de ramener ça à une dimension collective. Et de se dire que si on arrive à faire un patrimoine d'information contraint par des règles de gouvernance, ça sera aussi potentiellement un cadre de créativité. Mais pour l'utilisateur, il y a quand même quelques conditions. L'utilisateur, il est double. Il est consommateur. Et moi, je m'attends, quand je suis consommateur d'informations, à retrouver facilement. C'est le Google à Fabien. Mais ce que je trouve, c'est ce qui existe. Quelle valeur ça a? Et là, on commence à aller vers référentiel et gestion des connaissances. Donc, il faut que le patrimoine rende ce service. À l'inverse, en tant que producteur d'informations, puisque c'est ma deuxième casquette, il faut que je contribue. Et pour ça, il faut qu'on me facilite le geste de ranger pour la collectivité et aussi de qualifier l'information. Alors, grand débat, est-ce qu'un organisme central du parti sait faire tout ça ou est-ce que c'est chaque utilisateur? À voir les organisations qui font que, sûrement,
un organisme central ne fera pas la place de tout le monde et que l'utilisateur, il est très... Donc, trouvons les équilibres intermédiaires pour jardiner ce patrimoine. Mais c'est mon point de vue.